Vous avez depuis peu été nommé manager et vous avez du mal avec vos nouveaux collaborateurs. Vous êtes indépendant et vous n'arrivez pas à driver vos prestataires. Apprenez à manager en 3 vidéos. Comment faire? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof en empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss, à s'épanouir dans leur vie professionnelle et aussi dans leur vie de femmes. Si d'ailleurs les thématiques d'empowerment t'intéressent, pense tout de suite à t'abonner à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si comme moi, tu es convaincu qu'on puisse être jolie et en même temps intelligente et avoir une super carrière, abonne-toi aussi à mon Instagram où tous les jours je suis très présente et je donne des conseils, notamment en stories. Aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien Noulet, qui est coach en management depuis 11 ans, pour justement découvrir les secrets du management. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est comment accompagner ses collaborateurs dans l'amélioration continue. J'ai connu Sébastien chez Vente Privée où j'ai travaillé pendant 6 ans et pour la petite histoire, quand j'étais chez Vente Privée, quand je suis arrivée, j'ai eu pas mal de problèmes à résoudre dans mon équipe et Sébastien m'a bien aidé car il était mon coach personnel. Je me souviens bien des situations et entre autres de l'amélioration des collaborateurs et comment les accompagner. Des fois, ils n'ont pas envie, des fois c'est compliqué et on a tendance à être dans l'émotion et dans la réactivité. On va voir ensemble comment accompagner ses collaborateurs en 4 étapes. Le premier point, c'est de prendre le temps de parler avec eux. Il est important de prévoir du temps régulièrement et de s'y tenir parce que ça s'appelle accompagner ses collaborateurs. J'ai commencé comme tout le monde en entreprise, on m'a dit veux-tu manager? J'ai dit oui bien sûr. Et là on m'a dit il va falloir que tu accompagnes tes collaborateurs. Mais on ne me dit pas ce que ça raconte. Donc, accompagner ses collaborateurs, c'est leur donner du temps pour pouvoir trouver ensemble des solutions d'amélioration qui satisfassent et l'entreprise, et le collaborateur, et le manager, bien évidemment. Quel est le bon rythme pour réussir à avoir des rendez-vous? Est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est mensuel? Ça dépend des métiers. Il y a des métiers où hebdomadaire, c'est compliqué. L'idéal, c'est d'avoir un temps de partage hebdomadaire, bien évidemment. Il y a des métiers où c'est plus compliqué. Le minimum, c'est d'en avoir au moins un par mois, où on va pouvoir échanger ensemble. Entre autres, pourquoi échanger ensemble? Vous avez un entretien annuel, on vous fixe des objectifs quanti ou quali à mettre en place dans l'année. Si on les suit pas dans l'année, ils servent juste à rien. Donc ça permet aussi de savoir où on en est sur les objectifs qui ont été fixés. Est-ce que c'est possible que ces rendez-vous-là soient à la cafette, entre guillemets, ou il faut que ce soit des points officiels avec fixés dans le calendrier, avec une salle de réunion bookée, ou s'il s'agit d'un prestataire, par exemple, qu'on le voit autour d'un café, mais dans un endroit à cet effet? Il faut prendre rendez-vous, bien évidemment. Après, le lieu n'a que peu d'importance. Ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y ait pas d'oreilles qui traînent. Sinon, le collaborateur va pas se livrer. Donc, c'est à un endroit, peu importe où, tant qu'il y a confidentialité de ce que peut raconter le collaborateur. Le deuxième point, c'est sortir du jugement de valeur. Le jugement de valeur, c'est si tu me racontes quelque chose, je dis comment tu peux faire ça, et tu me dis bah voilà, je peux le faire en 4 étapes par exemple, et là je te dis mais c'est nul ton truc. Il y a un jugement de valeur. Ça veut pas dire que quand je propose quelque chose, j'ai forcément raison ou c'est la bonne solution, mais si on commence à me dire que je suis nul, que c'est pas bien, que c'est n'importe quoi, je vais douter et il y a toutes les chances du monde que je propose plus jamais rien puisque je vais perdre confiance en moi et du coup je propose plus rien. Donc sortir du jugement de valeur, c'est dire tu me proposes quelque chose en 4 étapes, c'est-à-dire en quoi ça va apporter quelque chose pour l'entreprise, en quoi ça va t'apporter quelque chose, en quoi ça va permettre d'atteindre des résultats. Alors, comment faire si la personne en face nous dit vraiment une débilité absolue, en tout cas ce que pour nous c'est une débilité absolue, et que on a un comportement où même si on le lui dit pas, bah ça va se lire sur notre visage. Quelles sont les techniques d'un bon manager pour cacher un peu ce qu'il pense, même quand il pense exactement le contraire de ce qu'il doit dire? Justement, quand tu dis, quand on estime que c'est une débilité absolue, si je dis ça, je suis dans le jugement de valeur. Donc c'est en sortir et c'est faire réfléchir son collaborateur sur comment tu vas le mettre en place, qu'est-ce que ça va rapporter et identifier ce qui est possible ou pas possible. Donc c'est plutôt le faire réfléchir dans un premier temps. Après, des jeunes collaborateurs, ils ont peut-être pas assez d'expérience ou de recul pour
avoir cette réflexion, mais dans un premier temps, c'est toujours mieux de faire réfléchir le collaborateur sur ce qui est possible et pas possible. Ou aller expliquer pourquoi c'est pas possible avec du factuel. C'est pas possible parce qu'on n'a pas le temps, c'est pas possible parce qu'on n'a pas les moyens, c'est pas possible parce que ça répond pas à l'attente ou à l'objectif. Là, je sors du jugement de valeur. Je suis pas en train de dire c'est débile ce que tu racontes. Je suis en train de montrer par rapport à des éléments factuels que c'est pas possible. Le troisième point, c'est faire réfléchir les collaborateurs par rapport à ce qu'ils peuvent mettre en place. Mais comment faire pour pousser mon collaborateur quelque part à sortir de son métier, sortir de ses tâches quotidiennes pour apporter une valeur ajoutée? Généralement, ton collaborateur vient te voir et dit je fais comment ça Si tu es issu du métier de ton collaborateur, tu as tendance à lui répondre parce que tu penses gagner du temps. Sauf que tous les jours, il va venir te demander je fais comment ça. Donc, la première des étapes, c'est de dire t'as pensé à quoi, tout simplement. T'as forcément réfléchi à comment tu pouvais faire, explique ou présente ce que tu peux faire. Dans un deuxième temps, avec l'expérience et avec le temps, c'est dire je comprends pas ta question quand tu me dis comment faire quelque chose puisque c'est ton job. En fait, c'est quoi ton besoin? Donc c'est aller le forcer avant de venir demander comment il peut faire quelque chose, se dire plutôt que de venir demander, de venir proposer une action ou une amélioration. Donc il aura déjà réfléchi à l'avance. Mais ça prend du temps, ça se fait pas en un claquement de doigts. Là, c'est bien dans la posture de questionnement du manager. Soit je réponds tu fais comme je te dis, en gros fais comme ça. Soit je te dis t'as pensé à quoi, soit je te dis mais avant de venir me voir, qu'est-ce que tu as essayé? Et prenons le cas où le collaborateur est déjà hyper chargé de boulot et nous on lui demande de réfléchir à une amélioration des tâches dans le cadre de son travail et pour lui il estime que ce n'est pas son travail de réfléchir à ça parce qu'il a trop de tâches opérationnelles à accomplir tous les jours. Donc à une question comme ça, il pourrait nous répondre je n'ai pas de temps pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être un bon manager? Déjà, si on n'a pas le temps de s'améliorer, ça veut dire qu'on a le temps de perdre du temps. Il y a une image qui tourne sur les nets, souvent, c'est deux personnes qui tirent une charrette dont les roues sont carrées, et derrière, t'en as un qui tient une roue ronde et qui dit j'ai une solution, et les autres disent non, on n'a pas le temps, on est trop occupé. Quand on est trop occupé, ça veut dire qu'on n'est plus suffisamment objectif pour regarder ce qui pourrait nous faire gagner du temps en fin de compte et s'améliorer. C'est lui permettre d'être en retard dans ce cas-là, si vraiment il s'en sort pas, sur les tâches à enjeu très faible, pour pouvoir aller s'améliorer sur les autres tâches. Et après, je cite souvent Jean-François Zobrist. Pour ceux qui connaissent pas, un monsieur qui est en retraite aujourd'hui, mais qui est l'un des premiers à avoir fait de l'entreprise libérée en France dans le monde de l'industrie, qui a cette phrase extraordinaire, qui est tellement vraie, qui dit « Celui qui sait, c'est celui qui fait ». Donc quand mon collaborateur me dit « C'est à toi de réfléchir », oui, mais c'est toi qui fais, collaborateur. C'est toi qui sais mieux ce qui peut être amélioré. C'est comme si tous les matins t'arrivais et qu'on t'obligeait à plonger tes mains dans un seau de merde fraîche. T'en as pas envie. Et tous les jours, tu disais, si je pouvais mettre des gants, si je pouvais faire autrement. Ça veut dire que, en écoutant les gens et en prenant en considération leurs propositions, plus on va écouter et on va prendre en considération leurs propositions, puisque c'est eux qui font, plus ils vont proposer d'eux-mêmes. Et quoi faire si la personne en face, elle est de bonne foi, elle nous propose un plan d'action, mais le plan d'action détermine l'intervention de la direction ou pour déclencher une formation ou pour déclencher plus de temps. Comment faire pour ne pas le décourager ou ne pas le frustrer? Parce que, imaginons, pour reprendre ton image de la merde fraîche, que notre collaborateur en est marre de mettre ses mains là-dedans. Comment faire pour le sortir de sa merde? Il y a une partie de la solution où on a besoin de personne. Il faut juste s'autoriser à le faire. Tout ce qui n'est pas de l'ordre de notre responsabilité, moi je vais demander. Tout ce qui est de l'ordre de notre responsabilité, on peut déjà le mettre en place. Ça veut pas dire que ça va tout améliorer d'un coup, mais déjà il y a une partie qui peut commencer à être améliorée en fin de compte. C'est autorisé sur cette petite partie à se mettre en action pour justement gagner du temps, s'améliorer, trouver des solutions. Et sur le reste, c'est être transparent, donc dire je vais aller demander un budget, je vais aller demander une formation et donner la réponse derrière, dire si on l'a pas, je suis désolé. Mais en tout cas, on a déjà amélioré un petit peu à notre niveau par rapport à ce qui est de l'ordre de notre cadre de responsabilité. Le quatrième point, c'est faire exprimer les besoins de nos collaborateurs, de nos prestataires. C'est dire, t'as besoin de quoi pour réaliser la chose. Alors des fois, il y a des besoins qui sont pas de l'ordre de notre responsabilité. Bon, alors on fait avec. Et puis il y a des sujets, dire, moi j'ai besoin de le faire. Vas-y, fais-le. Si t'as besoin de le faire, fais-le. Et souvent, il y a des réactions, et ça je m'en rends compte souvent en entreprise, il dit, ah bon, j'ai le droit? T'as besoin de certaines choses pour faire ton travail
qui demande aucun investissement, qui demande pas plus de temps, qui ça améliore la situation, que ça change rien dans un process si on est en industrie. C'est aussi quand écouter le besoin de l'autre, mais il doit savoir quel est son cadre de responsabilité en fait. Donc pour ça, il faut savoir jusqu'où il peut décider et à quel moment il doit demander à qui. À partir du moment où c'est jusqu'où je peux décider, c'est déjà plus simple d'exprimer son besoin. Parce que je vais aller exprimer d'abord mon besoin dans mon cadre. Au départ, j'ai besoin d'avoir confiance, surtout si j'ai eu un manager qui m'a dit jusqu'à présenter toi et fais ce que je te dis. Une fois qu'il m'autorise dans mon cadre à prendre des décisions, après, je vais aller le solliciter, mon manager, uniquement quand le besoin n'est pas dans l'ordre de ma responsabilité, dans mon cadre, où là, il faut vraiment que je demande l'autorisation ou demander des moyens. Tu as mis le doigt sur quelque chose qui est un peu touchy, c'est justement la confiance. Comment faire pour que la personne avec qui on s'interface nous fasse confiance? Pour que la personne fasse confiance, ce soit un prestataire vis-à-vis de son client ou alors un collaborateur vis-à-vis de son manager, il faut ce qu'on appelle être honnête et transparent, dire les choses sans jugement de valeur, ça on l'a déjà vu, mais c'est dire les choses. Pour qu'on me fasse confiance, il faut que je dise et que je donne du sens. Pourquoi on peut pas? Parce que c'est pas moi qui décide, parce qu'il n'y a pas de budget, parce qu'il n'y a pas de temps et ainsi de suite. Et en même temps, faire confiance, c'est aussi, je vais te faire confiance quand tu me laisses prendre des initiatives et que si je me trompe, c'est pas grave tant que je corrige. Donc c'est aussi ce côté droit à l'erreur. Pas le droit à la faute, si je cache une erreur, ça devient une faute, mais ce droit à l'erreur qui va me permettre d'avoir confiance en toi, manager, et confiance en moi. C'est-à-dire que si je me trompe, c'est pas grave tant que je corrige et qu'on est au résultat. Et ça, c'est aussi important de se l'autoriser soi-même. C'est-à-dire que même en tant que manager, nous aussi, on va avoir peut-être à prendre des initiatives dans le cadre des responsabilités qui nous sont allouées. Et il faut aussi qu'on s'autorise à se tromper. Que ce soit dans le cadre de l'entreprise ou aussi quand on est indépendante et donc on se lance par exemple dans une nouvelle activité, on a parfois tellement peur de se tromper qu'on n'agit pas. Et au final, si on n'agit pas, on peut jamais améliorer la situation. C'est tout à fait ça. Et ce qui est paradoxal dans l'entreprise, je l'entends souvent, et d'autant plus quand on monte sur des niveaux hiérarchiques où ils disent « Ouais, mais on peut pas autoriser le droit à l'erreur à nos collaborateurs. Tu te rends compte quand tu es avec des codires, tu te rends compte les enjeux, il y a beaucoup d'argent et ainsi de suite. » Et je dis, donc moi souvent je réponds, je dis Ok, donc vous autorisez pas le droit à l'erreur. Et donc, il n'y a pas d'erreur. Il y a toujours des erreurs. Qui ne s'est jamais trompé? Si le seul moyen de ne jamais faire d'erreur, c'est de ne rien faire. Voilà. Mais bon, ça pour l'entreprise, généralement, c'est mortel. Le droit à l'erreur qu'on le donne, enfin, même si tu le donnes pas, il y en aura. Par contre, si tu donnes pas le droit à l'erreur, les gens vont cacher leurs erreurs, c'est catastrophique pour tout le monde. Alors, quand il y a le droit à l'erreur, quand ils savent pas, ils alertent et on peut corriger tout de suite. Donc, pour avoir confiance, être transparent, donner du sens et laisser le droit à l'erreur. Pour accompagner ses collaborateurs dans l'amélioration continue, il faut prendre le temps de débriefer avec nos collaborateurs ou avec nos prestataires au travers de points individuels réguliers, sortir du jugement de valeur, faire réfléchir ses collaborateurs sur les choses à mettre en place et leur faire exprimer leurs besoins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager à produire de nouveaux contenus. Abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour activer les notifications. Suis-moi aussi sur LinkedIn où je suis très active et où je vais faire un article pour relayer cette vidéo et partage le plus possible cette vidéo car il y aura d'autres personnes qui voudraient apprendre à manager. Avant de vous dire ciao con un bacio, avant de vous dire au revoir avec un bisou, je vous dis ce que je porte. Je porte un pull qui est trop mignon et super doux de Bershka. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je vous dis ciao et à la prochaine.